19h, c'est tout de suite bien sûr retrouver Juvénal Noël avec l'émission Tam Tam Tropical. Excellente soirée, on se retrouve bien sûr dès demain, 18h, 19h. Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Il y en a qui se constatent encore dans ce studio, comme quoi on n'est jamais prêt. Face à moi, il s'appelle Jérôme Mouissi. C'est la résistance gabonaise qui, samedi dernier donc, a fait un sit-in. Semble se projeter dans le cadre de la prochaine élection législative au Gabon. Jérôme Mouissi, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Nous sommes pratiquement à 2 mois. Oui, à peu près 2 mois de l'élection législative au Gabon. Et déjà dans la diaspora, vous vous activez pour demander le boycott. Pourquoi? Déjà, on est à 2 mois officiellement, mais rien ne garantit qu'ils seront tenus à ce moment-là. Ensuite, on s'active parce que les choses se préparent à l'avance. Les élections présidentielles ont été préparées à l'avance et ça n'a pas empêché la tricherie et le génocide perpétré par Ali. Nous y sommes. Justement, vous parlez de tricherie. Ce qui est fort déplorable, c'est que généralement, lorsqu'il y a une élection sur le continent, ceux qui sont de l'opposition semblent toujours, ils sont toujours dans une thèse complotiste. L'élection ne s'est pas encore tenue. Vous parlez déjà de tricherie. Parce que quand on triche pour des élections présidentielles et pour garder le pouvoir, on va forcément tricher aux législatives. On va pas donner plus d'importance à l'opposition, sachant que l'opposition peut nous renverser. Bien, apparemment donc vous partez avec un préjugé tenace que vous jetez sur cette élection-là. C'est des faits parlant d'eux-mêmes depuis 50 ans avec le régime Bongo. Voilà. Donc nous revenons donc sur le reste de l'équipe qui est présente là. À ma droite, il y a également il y a Natacha, également Firmin et Zita. Aussi le week-end dernier, c'est-à-dire vendredi, en entrant dans ce week-end, il y a eu une conférence sur les spiritualités organisée par l'ASDES, entendue Association de tout développement solidaire par le sport. Il s'appelle Vivien Gattuzi, bonsoir. Bonsoir Juvénal. La première question que je vais vous poser, c'est de savoir, vous êtes une association pour le développement par le sport et vous vous retrouvez dans la spiritualité. Pourquoi? C'est vrai qu'on a évoqué dans le titre en fait de l'intitulé de l'association, c'est Association pour le développement solidaire par le sport. Et le développement englobe généralement tout ce qui est éducation, culture et sport. Donc nous sommes bien dans les thèmes en fait qui sont décrits dans l'intitulé de l'association. Je l'entends très bien, mais j'avoue que puisque le thème cadre avec notre thème de réflexion d'ailleurs dans cette émission, dans ce magazine durant tout ce mois, on était vraiment dans le cœur même de ce qui est la vie spirituelle des populations ancestrales d'Afrique. On a parlé de culte des crânes et autres. On avait l'impression qu'effectivement, vous sortez un tout petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Pourquoi on va choisir cette thématique-là précisément? C'est vrai que pour procéder en fait à la dimension développement matériel en fait des sociétés, on part toujours d'une dimension immatérielle. Et cette dimension immatérielle est en lien avec tout ce qui est croyance et spiritualité. Donc notre idée, c'est de pouvoir justement définir en fait l'espace matériel en partant de notre espace immatériel. Bien, vous êtes accompagné également par un de vos membres très proches qu'on présentera dans quelques instants. Le temps de vous dire donc merci. Merci à vous, amis, qui êtes venus parler de tous ces événements-là et aussi à vous qui nous écoutez. Je rappelle que dans la deuxième partie de ce magazine, nous parlerons de la spiritualité. C'est la dernière de ce mois, j'ai envie de dire malheureusement, parce que apparemment beaucoup aimeraient encore intervenir dans cette émission. Ce que nous déplorons déjà d'entrée de jeu, c'est que ceux des membres des religions dites révélées que nous avons contactés n'ont pas voulu prendre part au débat, ce qui est fort déplorable. Amis auditeurs, merci d'être là. On vous retrouve dans quelques instants. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Je lance donc en titre dans ce studio une forte équipe venue de la résistance, ceux qui se revendiquent de la résistance gabonaise. Ici en France, ils sont de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Face à moi, il s'appelle Jérôme Mouissi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Mais d'avoir accepté notre invitation, accompagné donc d'autres membres de la résistance. Il s'appelle Jean Firmin Alela Rugombe. Bonsoir Jean Firmin. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci Juvenal. Vous avez l'air très studieux, vos notes sont ouvertes devant vous, comme quoi effectivement tout a l'air bien préparé. À votre droite, elle s'appelle Natacha Menge, résistante. Elle est très connue pour ses posts assez virulents sur les réseaux sociaux. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Elle semble surprise quand on parle d'elle. Ça vous surprend? Oui. D'être surprise. Et pourtant, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est un espace, on va dire, public. Apparemment, vous avez quand même beaucoup de suiveurs. Comme quoi votre voix semble Je n'en porter. doute pas. Oui. Et quand on vous dit, on vous présente comme étant membre de la résistance assez virulente, ça vous surprend aussi? Non? Oui? Oui. Bien. Et pourtant, c'est le cas. Donc, Merci. la question que je pose, c'est de savoir, nous sommes à 2 mois de l'élection législative au Gabon. C'est une démarche démocratique assez fort appréciée, étant donné que le peuple va s'exprimer pour choisir ses élus. Et vous semblez déjà prôner le boycott. Pourquoi? Jean Firmin, allez là. Le boycott, généralement, ce sont les opposants qui appellent le peuple au boycott. Et dans votre cas, pourquoi? Dans notre cas, ce ne sera pas un boycott, ce sera plutôt une grève des électeurs. Ce sera une première en Afrique. Où est la différence? Mais la différence, c'est que les électeurs, le vote, c'est un vœu. C'est une manifestation de l'électeur. Quand il est prêt à aller voter et que les opposants estiment que les élections ne vont pas bien se dérouler, ils appellent au boycott. Or, cette fois-ci, depuis les élections de 2016, avec les tueries, Ali Bongo Ondimba a tué l'intention, le vœu d'aller voter. Les électeurs, en fait, ne veulent pas y aller. Mais c'est vous qui le décrétez ou je ne comprends pas? Non, là, il ne s'agit pas d'un décret. Il s'agit d'une volonté de près de 70%. Vous avez fait un sondage? Vous avez des chiffres précis? Nous représentons l'électorat de Jean-Ping. Ah, et vous avez des chiffres. Apparemment, vous avez un document sous les yeux, ça laisse croire que vous avez un chiffre. Non, là, j'ai le chiffre du découpage qui est déjà établi par le ministère de l'Intérieur. Le redécoupage par province des sièges des députés. Pardon de vous couper. Pour comprendre, c'est là où vous avez le chiffre de ceux qui refusent d'aller voter, c'est ça? Non, le chiffre, le refus d'aller voter, il correspond à près de 70% des électeurs qui ont voté pour Jean-Ping. Est-ce qu'on peut avoir la source de votre information? Le ministère de l'Intérieur, au sortir des résultats aux élections de 2016, les chiffres ont été arrêtés à 67,7%. Bien. Donc, ce soir, Jean Firmin Alela Rugombe, qui est membre de la résistance gabonaise, nous affirme que près de 70% de l'électorat gabonais ne veut pas aller ou fera la grève d'élection. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Ce qui, à notre sens, semble un boycott. Ne pas aller à une élection, c'est boycotter l'élection. C'est bien cela? On est d'accord dessus? Non, en fait, le boycott, il faut qu'on fasse attention à ce terme. Oui, le boycott, c'est juste ponctuel. C'est-à-dire... Et une grève des élections, comme vous dites, c'est quoi alors? Une grève des électeurs, ça veut dire que chacun des électeurs prend conscience du fait qu'aller voter aujourd'hui face au PDG, c'est quelque chose qu'il ne faut plus faire. Parce qu'il y a de la tricherie depuis 24 ans. C'est décrété depuis la diaspora que vous représentez ou même sur le territoire, ils sont unanimes dessus? Non, ce n'est pas un décret. Nous, la diaspora, nous sommes des électeurs. Et nous ne bâillonnons pas, nous ne maîtrisons pas les autres électeurs. Il y en a qui vont suivre parce que, pour vous répondre, dans la coalition, 9 partis de l'opposition sur 12 ne veulent pas aller aux élections. Oui. C'est déjà important. Ça, on le sait déjà. Alors, les trois autres n'ont pas la majorité des voix. Ils ont fait partie de la coalition. Il y a parmi leurs électeurs, les électeurs qui ont voté pour Jean-Ping. Et je tiens à vous rappeler que le nombre de 67,7%, ça correspond à 7 provinces sur 9.
Il y a 2 provinces qui n'ont justement pas aujourd'hui encore été. Pardon de vous couper, parce que quand vous parlez, j'ai l'impression, il y a cette envie d'approfondir. Vous dites, pour parler des provinces. Dans une province, on n'a pas le chiffre exact de tous ceux qui y vont voter ou pas du tout. Non, ça c'est ce qui a été proclamé comme résultat à la portée de tous les candidats. Lors de la récente présidentielle, c'est bien cela. Tout à fait. Or là, nous rentrons dans la législative au Gabon qui aura lieu fin avril prochain. Oui, je tiens déjà à vous dire que le comportement du Gabonais après les élections présidentielles 2016 était de dire, si c'est comme cela, nous n'irons plus jamais voter. Ça, c'était après l'élection présidentielle. Oui. 1 an et demi après. 1 an et demi après, la question est de savoir qu'est-ce que vont faire pour nous ces représentants à l'Assemblée nationale, vu que sur 120 députés, 114 sont pour le parti au pouvoir. 6 députés représentent l'opposition. Vous voyez déjà qu'ils ne sont pas audibles. Aucun vote aucun vote ne sera digne de crédit, digne de foi, c'est ça? Oui, c'est cela. 6 députés sur 120. C'est votre opinion. On vous retrouve dans quelques instants. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous recevons ce soir la résistance gabonaise, c'est-à-dire cette frange de la population gabonaise qui se trouve dans la diaspora et qui se réclame donc de la résistance. Ils prônent ce soir ce qu'ils appellent, pour utiliser leur terme en fait, la grève. C'est cela, la grève des élections. C'est la première fois que nous recevons donc ce thème qui, à leur avis, semble être différent du boycott d'une élection. À la droite donc de Jean-Firmin Alela, elle s'appelle Natacha. Oui. Apparemment, vous avez pour habitude de dénoncer tout ce qui se vit au Gabon. Et j'aimerais entendre votre son de cloche ce soir. Ce soir, nous appelons les Gabonais. Ah, c'est un appel en fait. Oui, c'est un appel aussi. C'est un souhait de demander à nos parents d'arrêter de se faire berner par ces hommes politiques. En quoi sont-ils bernés selon vous? En quoi sont-ils bernés parce qu'ils ne se soucient pas du bien-être de la population. Vous faites allusion à qui? Nous faisons allusion, enfin je fais allusion à tous ces hommes politiques gabonais, un système qui est là au pouvoir depuis 50 ans. Voilà, je vous pose la question que j'ai posée il y a quelques instants à Jean-Firmin Alela, de comprendre, vous êtes dans la diaspora, on serait tenté de penser aussi que vous êtes, quand il fait froid, vous êtes au chaud, quand il fait chaud dans des maisons bien climatisées, dans votre confort, et quand depuis la France, depuis la diaspora, vous demandez à ceux qui sont sur place, et également ceux qui sont ici, de ne pas aller soutenir une démarche elle est démocratique, une élection. Oui, pourquoi dans cela? Un pays démocratique, bien sûr, les élections se passent normalement, mais sauf que au Gabon, nous avons un président qui a été élu et dont nous aimerions que c'est Monsieur Jean-Ping qui organise ces élections législatives. Ali Bongo est un imposteur. On va le redire. Ils nous ont mis au défi, comme vous le dites. Ce samedi dernier, on était à la place des terreaux pour un sitting. Je crois qu'on était à moins de 3 ou 4 degrés. C'est qui montre votre détermination. Oui, nous sommes déterminés et cela fait 18 mois. Ça n'a jamais été fait en Afrique, une résistance. Je semble reconnaître... Et nous ne sommes pas des opposants. Nous avons, toutes les institutions du monde entier ont reconnu que Ali Bongo a triché ses élections. Voilà. Bien. Donc, Natacha, ce soir, dit qu'elle n'est pas dans l'opposition. Et vous êtes, alors, de quel côté on vous trouve? Dans la société civile, c'est ça? Dans la Jean-Firmin veut réagir. Il veut réagir. Bon, je laisse parler Jean-Firmin alors. Oui. Nous sommes des électeurs. Voilà. Nous sommes une population, une frange de la population. Nous sommes, si vous voulez, les ambassadeurs de nos frères qui sont au Gabon. La diaspora est libre de se manifester. Jean-Firmin, je l'entends, pardon de vous couper, mais ce que je demandais tout à l'heure à Natacha, c'est que de la diaspora, cela semble quand même facile de dire, n'allez pas respecter un processus électoral dans votre confort ici à 6000 km de Libreville. Est-ce que c'est pas trop facile comme ça? Mais justement, c'est pour qu'ils soient dans un confort. Ils vont aller voter pour que les prisonniers politiques restent toujours en prison. Ils vont aller voter pour les conditions dans lesquelles les Gabonais vivent aujourd'hui
ne soit pas améliorée. Nous, justement, nous voulons de leur bien. Nous leur rappelons que les députés à l'Assemblée nationale n'ont jamais siégé pour le bien-être des populations. Aucune réforme en faveur de la population n'a été posée. Aucun texte de loi n'a été posé. La démocratie au Gabon est justement une démocratie uniquement du contentieux électoral. Sorti de là, il n'y a rien dans l'intérêt de la population. C'est toujours pour modifier des lois, des textes en faveur du président de la République. Sachant que c'est presque une monarchie. On vous retrouve Sachant que c'est presque une monarchie. on vous retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous recevons ce soir une délégation venue de ceux qui se réclament de la résistance gabonaise. Oui, ce sont des jeunes de la diaspora qui ce soir semblent lancer, selon leurs termes, une grève des élections qui, à leur sens, je précise toujours, est différente. Cette grève de l'électorat ou de l'élection est différente d'un boycott. À mon sens, ça c'est la même chose. Jérôme Mouissi qui est face à moi, j'aimerais comprendre, on est aujourd'hui à plus d'1 an et demi, l'élection présidentielle au Gabon, mais apparemment on parle toujours d'un imposteur et pourtant l'élection gabonaise a été validée par les institutions locales. À votre avis, si on passe le temps à soutenir une thèse complotiste, à demander à ce qu'on ait pour l'élection, à demander une grève de l'élection, où pensez-vous conduire le Gabon, à votre avis? Déjà, même si ça faisait 2 ans ou si ça faisait 5 ans, les morts d'Ali Bongo, eux, ne reviendront pas à la vie. Voilà pourquoi on se bat encore aujourd'hui. Maintenant, on se bat aussi pour le respect du vote. On parle de démocratie, il y a la démocratie en France. On a réussi à avoir un peu de démocratie en Amérique du Sud. Dans certains autres pays, la démocratie a parlé. Au Gabon, il n'y a pas de démocratie. Il y a du folklore. C'est-à-dire quoi du folklore? Il y a des dirigeants france-africains qui maintiennent leur pion au pouvoir en reconnaissant qu'il y a eu fraude électorale. Aujourd'hui, Ali Bongo n'est pas le président élu par le peuple. Il ne l'a jamais été. En 2009, les gens ont... Jérôme Mouissi, pardon de vous couper, mais j'entends le même refrain qui vient tout le temps. Ali Bongo n'a pas été élu, on dénonce la France-Afrique. Mais de manière pratique aujourd'hui, vous qui êtes dans la diaspora, y a-t-il des démarches qui sont faites vraiment pour sortir dans ce peuple gabonais de ce qui n'est pas une démocratie? Que faites-vous outre le fait de dénoncer? Mais le problème, c'est que quand les gens agissent au pays pour essayer justement de faire comprendre que Ali Bongo n'est pas le président élu et qu'on doit partir vers la vérité du peuple, ils sont soit abattus, soit arrêtés. Et vous qui êtes maintenant dans la diaspora, outre dénoncer, outre demander parce que un processus démocratique aussi passe par une élection. Et ce sont les outils d'une démocratie en fait. Vous ne demandez pas l'élection de la diaspora donc, à 6000 km dans votre confort. Que faites-vous? Mais une élection... Pour sortir de là, oui. Une élection, c'est la démocratie, mais une élection, c'est fait avec un président élu. C'est pas fait avec un imposteur. Du moment où il y a imposture, il n'y a aucune démocratie et il n'y a pas d'élection qui doivent se faire. L'élection se fera quand le président élu, le vrai, aura pris sa place au palais. C'est-à-dire Jean Ping. Donc, à votre... Bon. Après, je suis pas pinguiste. Je suis pas pro Ping. Je suis pas pro Jean Ping. Pinguiste, c'est-à-dire. Voilà. Je suis pas pro Ping. Voilà. Maintenant, c'est le choix du peuple. Le peuple a parlé, le peuple a voté une personne. Le peuple demande le respect de son vote. La Cour constitutionnelle qui a validé l'imposture va aussi valider les législatives. S'ils ont validé une imposture d'un enfant qui n'est même pas gabonais, comment ils vont valider l'opposition? Je vous vois venir, sachant que M. Ali Bongo, avant d'être élu président, a quand même servi pendant plusieurs années au Gabon. Et c'est souvent assez gênant de voir ce genre de débat poindre quand on parle de Ali Bongo dit qu'il n'est pas justement, c'est gênant, mais pourquoi c'est qu'Ali? Pourquoi on ne remet pas en cause la nationalité, par exemple, de Dramane Ouattara, de Kabila ou de Sassou Nguesso? Ça a été. Oui. Mais après on est passé à autre chose. Pourquoi depuis Bongo a fourni 4 actes de naissance qui n'ont jamais été reconnus? C'est vous qui le dites. Mais justement pour dire effectivement qu'à un moment on aimerait vous voir évoluer dans votre débat. En sens que remettre encore à la une le fait que Ali Bongo, d'après vous, ne soit pas gabonais, on n'a pas beaucoup avancé quand même. Le truc, c'est que l'ennemi reste le même. Au jour d'aujourd'hui, c'est le système... l'ennemi pour vous? Mais bien sûr. Quand on tue des gens sciemment pour se maintenir au pouvoir, c'est un ennemi.
C'est bien Jérôme Mouissi qui est membre de la résistance gabonaise. Quand le temps qui nous reste dans cette réflexion, il y a monsieur Jean Firmin Alela qui voulait réagir rapidement. Allez-y. Oui, je voulais réagir rapidement, non pas sur la nationalité gabonaise ou pas d'Ali Bongo. Il a été conduit et soutenu par l'opposition depuis 2009. Il a été le fils du président Bongo. Bref, fils biologique ou adoptif, nous avons demandé avant les élections de 2009 que Nantes nous produise l'acte de naissance réel d'Ali Bongo, vu qu'il est né avant 1960, donc il est français. Cela n'a pas été produit. Bon, c'était une fin de non-recevoir, une manière de dire on n'en parle plus, c'est classé. Et de toute manière, ça ne sert plus à rien de revenir là-dessus. Il a déjà mis tout un mandat. C'était la faute à l'opposition. Il ne devait pas faire un seul mandat. Il a fait un mandat. C'est contradictoire et paradoxal de dire aujourd'hui non, il n'est pas gabonais, il n'est plus président. Il connaît tous les secrets de la République. Moi, je ne suis pas là-dessus. Je suis sur le sujet sur lequel vous voulez avoir plus de lumière, notamment la différence entre la grève des électeurs et le boycott. Je vous ai dit une chose. Le boycott, c'est souvent un appel des candidats aux élections au peuple. Ils demandent au peuple de ne pas aller aux urnes. Or, cette fois-ci, ce sont ces candidats qui veulent entraîner le peuple de force aux urnes. Ils intimident le peuple en étant... Vous avez 3 candidats influents. L'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Ginzou Bandama, l'ancien premier ministre, M. Casimir Oyemba, et l'ancien président du Conseil économique et social, Maître Louis Gaston Maïla. Ce sont des personnalités influentes. On ne connaît pas jusqu'aujourd'hui leur électorat. Monsieur Ginzou Bandama vient de créer un parti, le Parti des démocrates. Mais il faut que son parti, lui, son problème, on le comprend, il faut que son parti soit financé et pour cela, il faut qu'il participe déjà des élections, notamment les législatives. Il a mis 20 ans. Sachant qu'il a mis 20 ans président de l'Assemblée nationale, sans débat. On reviendra sur cette réflexion dans une prochaine émission. Merci à vous d'avoir accepté de faire le déplacement. Et on espère comprendre davantage en fait la différence qui existe d'après vous entre le boycott d'une élection et la grève de l'électorat. Merci. Ce serait très important parce que ce sera un cas d'école en Afrique. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Retour dans ce sur la 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci d'être des nôtres. Avant cette ponction musicale, c'était donc la résistance gabonaise depuis Lyon, qui prône, d'après leur expression, en fait, la grève des élections, qui est différente du boycott. Dans une prochaine émission, on essaiera de comprendre davantage. On en lance un titre, donc, dans ce sujet également, nous avons le président de l'ASDES, entendu dans l'association pour le développement solidaire par le sport. Solidaire par le sport, c'est pas évident pour moi. Il est venu comme président de Marche Jamais Seul, à sa droite également, l'ancien président de l'AICAL. Bonsoir Hamza Kwanda. Bonsoir. Très sérieux, ils sont tous les deux studieux, les notes sont ouvertes. Le week-end dernier, c'est-à-dire vendredi, il y avait donc à Lyon pour la première fois une conférence, la première de la série dénommée les conférences ASDES, qui parlait des spiritualités des populations africaines, l'Afrique subsaharienne. Oui, effectivement, l'ASDES a décidé de mettre en place une série de conférences-débats qui permettraient justement d'aborder un ensemble de thématiques dont la première était basée autour justement des spiritualités africaines. Donc c'était une conférence inaugurale qui permettait de poser le cadre de celles qui viendront par la suite. Ce que je disais à l'entame, c'est que de comprendre, en fait, on était au cœur même des traditions ancestrales d'Afrique, ce qui semble ne pas être forcément votre cheval de bataille. En fait, apparemment, vous êtes plus dans l'éducation. Et là, on était dans les rituels même, en fait. Pourquoi ? Je pense qu'on est toujours dans l'éducation, donc on est plutôt dans l'éducation au sens populaire du terme, donc c'est-à-dire faire connaître en fait ce qui est habituellement pas, je veux dire, mis en exergue en fait au niveau, je veux dire, de notre environnement, je veux dire occidental. Donc c'est faire connaître en fait ce que sont les spiritualités africaines, qui très souvent ont une connotation assez péjorative. À connotation péjorative, et c'est vrai que ce soir-là, ce n'était pas évident parce qu'on a vraiment plongé dans ce qu'on appellerait l'ancestralité. On parlait du culte des crânes et l'intervenant de ce soir-là, M. Robin Getza, qui lui est un initié des arcanes de la tradition ancestrale traditionnelle d'Afrique, qui nous parlait du culte des crânes. Tout à fait.
Pourquoi cette thématique-là précisément? C'était une thématique qui aurait pu être également, je veux dire, étendue aux pratiques en fait rituelles et spirituelles qu'on retrouve chez les peuples bantous d'autres régions du Cameroun ou du Gabon, du Bénin. Donc on a choisi en fait de commencer par celle-là parce qu'on avait un intervenant qui est universitaire, donc maître de conférence et en même temps traditionnaliste. Bien, pour la suite, que réserve donc l'agenda de l'ASDES par rapport aux autres thématiques? Hamza Kwanda. La prochaine conférence sera consacrée au système éducatif hérité de la colonisation. Donc l'objet sera de discuter des différents modèles dont ont hérité les pays africains afin justement de voir comment avec le temps, ces systèmes-là ont évolué ou pas, et est-ce que voilà, on peut établir une forme de typologie entre, par exemple, les pays francophones et les pays anglophones. Cela nous amènerait à discuter d'éventuelles réformes. C'est vrai qu'à l'observation, lorsqu'on regarde en fait les peuples locaux d'Afrique subsaharienne, ceux qui sont des ex-colonies, on va dire britanniques, et les ex-colonies françaises, c'est pas le même tempérament. Comment expliquer cela, Hamza Kwanda? Si on met déjà un pied dans ce qui sera dit, à votre avis? Ce que je dirais à ce sujet, c'est qu'il faut venir à la conférence justement pour en débattre. Mais... Vous la vendez bien. Vous l'avez bien vendu. Donc, ce sera donc éducatif. Et par la suite, ce sera quoi? Par la suite, on discutera de la démographie et de l'urbanisme. En lien avec les ambitions ou en tout cas des projets architecturaux en Afrique pour se poser la question des villes de demain, parce que ce sont des thématiques d'actualité, et je pense que l'ASDES prend à bras-le-corps un certain nombre de questionnements que tous les peuples africains doivent se poser. Et l'idée, c'est de ne pas laisser la pensée de l'Afrique aux autres, mais aussi, à un moment donné, se poser les questions sur notre devenir. Aux autres, c'est-à-dire? Aux autres, c'est-à-dire que, par exemple, pour la question de la démographie, on a souvent l'impression que ce sont les Occidentaux qui pensent la démographie de l'Afrique. Et à ce moment-là, la démographie de l'Afrique est pensée comme une menace, parce que on se dit qu'avec un tel accroissement de la population, est-ce que ces habitants-là ne vont pas venir en quelque sorte se déverser sur les rives de l'Europe? Et à ce moment-là... Comme c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Dire que c'est le cas, c'est aussi peut-être totalement généralisé, parce que les migrations, elles sont aussi dans l'autre sens, internes, et elles sont aussi dans l'autre sens. Et il faut se poser aussi la question de pourquoi les gens se déplacent. Donc, en tout cas, il y a toutes ces questions justement qu'on doit se poser, et donc s'approprier la réflexion, c'est-à-dire se poser toutes les questions et ne pas mettre la lumière seulement sur ceux qui malheureusement parfois prennent la mer et s'échouent. Il y a d'autres dynamiques, et c'est à nous de les valoriser, c'est à nous d'être maîtres de notre destin. Sans vouloir verser dans la polémique, il n'y a pas longtemps, le président Macron trouvait effectivement que le problème de l'Afrique, l'un des problèmes de l'Afrique, c'était aussi sa forte démographie. Pour vous dire, le fond de ma pensée, ce que Macron pense de l'Afrique, ça ne regarde que lui, ça ne me concerne nullement, et ça ne m'intéresse pas du tout. Bien, restez avec nous, on vous retrouve dans la deuxième partie de ce magazine réservé donc à la réflexion sur les spiritualités africaines. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je n'ai pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein.
Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés. Mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, nous sommes rendus donc dans la deuxième partie de ce magazine consacré donc à la réflexion radiophonique qui, dans le cadre de ce mois de février, qui s'achève à porter et portera encore ce soir sur la spiritualité des populations originaires d'Afrique subsaharienne. Pour cette dernière, notre invité est un écrivain. Il s'appelle Emeod Koundé Oum. Il trouve que la poésie n'est pas œuvre de lecture, elle est œuvre de méditation dont la découverte amène à l'exploration de soi et le monde intérieur est grand et possible au fur et à mesure que l'on pousse la méditation sur le même poème encore et encore. C'est pas donné. Nous allons le comprendre avec Emeod, je vais bien prononcer son prénom, Emeod Koundé Oum. Bonsoir. Bonsoir, Juvenal Noël. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Il est très jeune, mais habituellement quand il parle, il donne l'impression d'avoir vécu 10, 15, 20 fois déjà la même vie. Dites-nous, c'est une manière d'être ou vous êtes ainsi vraiment réel, tous les jours? Avant de vous répondre, je vais d'abord me tourner vers les auditeurs qui nous font l'honneur de nous écouter ce soir, parce que je mesure quelle est l'ampleur de la responsabilité que nous avons, puisque la parole n'est pas une chose anodine, bien au contraire, la parole elle véhicule la mort ou alors elle véhicule la vie. Ce soir, nous voulons véhiculer la vie et c'est pour ça qu'effectivement nous avons choisi de vous avoir. Cette belle œuvre-là, elle est belle. Pourquoi l'avoir mise sur le marché? Idéa, le parcours de croissance. Idéa, le parcours de croissance, déjà parce que j'avais à cœur d'exhorter beaucoup de personnes qui traversent des situations très difficiles. Également parce que, comme le thème qui nous invite ici ce soir, je voulais apporter ma contribution, porter une lumière sur ce sujet qui est la spiritualité, qui pour moi est le cœur de l'être humain. On ne peut pas vivre sans spiritualité. Et j'ai marché, j'ai fait mon trajet, et je voulais partager mon expérience. Dans cette œuvre alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Aider à le parcours de croissance édité chez Véronne. Elle est récente. En substance, de quoi nous parlez-vous? En substance, je retrace mon parcours en des textes poétiques et en des textes qui sont des psaumes. Pas des psaumes là? Oui, qui sont des psaumes dans la religion. Qui sont des psaumes dans la deuxième partie du livre. Des psaumes écrits par qui? Vos psaumes à vous, mais des psaumes tirés d'un livre quelconque? Ce sont des psaumes qui m'ont été inspirés pendant mes temps de recueillement et de prière. Bien. C'est là où je voudrais rentrer dans votre source d'inspiration. Quelle est votre principale source d'inspiration? Celui qui m'inspire, c'est celui qui a créé toutes choses, celui sans lequel je ne peux vivre. C'est-à-dire, c'est qui? Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le maître des temps et des circonstances. Bien, vous parlez vraiment comme un homme qui est très plongé dans cette réalité-là. Est-ce que vous avez connaissance des traditions ancestrales d'Afrique, de là d'où vous venez par exemple? Oui, j'en ai été témoin. Et quel regard portez-vous sur ces traditions-là? Je pense que ces traditions font partie d'une époque. Et aujourd'hui? Qui aujourd'hui est révolue. Ah, bien, nous y sommes. Pourquoi je vous le dis? Parce que en préparant cette émission, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer, de vous écouter, et vous semblez être beaucoup plus dans le christianisme, c'est bien cela? Oui, j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Vous lui appartenez carrément? Totalement. J'aimerais bien prendre une réaction dans ce studio. Je ne sais pas si l'un de ceux qui ont organisé, par exemple, Vivien Gattuzi, qui est l'un des organisateurs en fait de la conférence la semaine dernière, pourrait dire un mot. Quand on trouve un jeune Africain qui est suffisamment intelligent, suffisamment par sens que j'ai échangé longuement avec Emeod, et effectivement, sur plusieurs sujets, soit en culture que socio-économique et politique, il semble bien imprégné de cette réalité-là, et il déclare ce soir qu'il appartient au Seigneur Jésus-Christ, qui semble somme toute ne pas avoir de lien avec sa réalité. Viens, Gattuzi. Je pense que c'est un engagement qui lui appartient. Et la seule réflexion que je peux faire, le questionnement que j'ai, c'est
c'est de se dire en fait qu'à un moment de la vie on vient de quelque part. Donc c'est-à-dire que de dire que ce qui relève en fait de l'ancestralité et une époque révolue, c'est une façon de nier en fait son appartenance en fait à une descendance. Donc c'est-à-dire qu'on vient de quelque part, on a des ancêtres. Donc c'est en quelque sorte renier ses parents. Donc c'est son droit, il a le droit de renier ses parents. Est-ce que, Emeod, quand il dit que vous reniez vos parents, est-ce que votre posture aujourd'hui est celle du rejet de vos origines? Je ne rejette pas l'histoire. Nous venons de quelque part. Mais s'il y a un départ, ça veut dire qu'il y a également une arrivée. Il y a entre le départ et l'arrivée, il y a un parcours, il y a un cheminement. Je ne rejette pas du tout le fait que je suis, je ne sais pas si je dois dire noir ou nègre, pour reprendre le terme de Cheikh Anta Diop. C'est une couleur qui me va très bien. Outre la couleur, à l'intérieur de vous, qui êtes-vous aujourd'hui? Qui êtes-vous? En dehors de la couleur, je suis une créature de Dieu. Ça, on l'a compris, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur une démarche essentiellement traditionnelle. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a quand même une tradition. Il y a des traditions. Quand on parle de Jésus-Christ, lui, il a baigné dans une tradition. C'est un juif, lui, par exemple. Il a été élevé dans le judaïsme. C'est à sa suite qu'on parle de christianisme. Jésus-Christ, c'est un juif, par exemple. Vous êtes en train de vouloir attraper le serpent par le milieu du corps. Allez-y. C'est-à-dire... Il faut commencer par le commencement. Et je pense que les traditionalistes qui sont ici reconnaissent que Dieu existe, peu importe le nom qu'on lui donne. Cela veut dire que s'il faut commencer quelque part, ce n'est pas par rapport aux traditions. Les traditions viennent après Dieu et pas avant. Il faut remonter à la source. Il faut commencer avec Dieu. Et quand vous... Parce que souvent de vous couper comme ça, comme malheureusement nous sommes dans un espace... Voilà. Il y a le temps qui nous tient et j'ai envie d'en savoir davantage. Pour sûr, nous reviendrons sur cette œuvre que j'ai pas eu le temps malheureusement de pouvoir parcourir profondément. On reviendra dessus. Ce soir, notre souhait c'est de comprendre quand un jeune Africain, comme vous, dit j'appartiens à Jésus-Christ. Et c'est là où je suis assez interloqué. Je peux vous comprendre. Parce que pour la petite histoire, juste entre parenthèses, comme le livre s'intitule Parcours de croissance, j'ai eu à rejeter l'existence de Dieu totalement. Pas seulement des ancêtres. Pas le fait que les ancêtres n'ont pas existé, non. C'est-à-dire tout ce qui est comme rituel. Si j'ai pu rejeter Dieu, le Créateur, à un moment donné de ma vie, à combien plus forte raison ceux qui ont vécu avant nous mais qui ne sont pas Dieu. J'ai rejeté également celui à qui j'appartiens aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, en disant que c'est un messager des Blancs. Lorsque j'étais au Cameroun, j'étais africaniste et peut-être même plus zélé que beaucoup de personnes, du moins que mes deux interlocuteurs que j'ai devant moi ce soir. Mais je vous écoute, j'entends ce que vous dites et jusque-là, j'ai l'impression que c'est ma question qui n'est pas posée de manière très claire. Je vais laisser réagir, je prends la réaction de Hamza Kwanda. En fait, moi j'ai une petite précision à faire parce que peut-être que la disposition de la salle indique une forme de confrontation ou de contradiction. Non, c'est pas le cas. Pas du tout. Non, pas du tout. Si je peux juste poursuivre, parce que déjà là, ça indique un peu cela. Je voudrais souligner que moi-même, je suis croyant d'une autre obédience, mais ça n'empêche que je m'intéresse à cette question des spiritualités, parce que justement, je pense que dans une démarche éducative, il est important de justement, et dans la quête de l'estime de soi, parce qu'il est important de savoir dans quel environnement on évolue, de comprendre aussi qu'est-ce qui a forgé nos sociétés, parce que chaque société, on va dire, nous ne sommes pas des individus qu'on peut remplacer, mettre un Africain en Chine ou en Europe et immédiatement il va s'épanouir. Non, nous sommes quand même le résultat d'un long cheminement, le résultat d'une société. Et chacun a la liberté de choisir son obédience. Moi-même, je ne suis pas traditionnaliste, mais je trouve
que nos sociétés ont été façonnées par des traditions, par des valeurs culturelles, et dans l'idée, on va dire, d'un développement où nos pays sont en phase avec nos réalités, il est important de ne pas balayer, on va dire, ces traditions et ces cultures-là, et de les étudier, de les comprendre pour qu'ils soient aussi au cœur du développement. Donc là, c'est une approche qui est globale, qui est macroéconomique, et après, au niveau des individus, chacun a la liberté de choisir son obédience. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Bien, pendant que Hamza nous donnait son point de vue, apparemment nous a rejoint madame ou monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, comment vous appelez Je m'appelle Nesti. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle du Canada. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ma question est, en fait, je suis monsieur Eméode depuis quand même pas mal de temps. Oui. Et je voulais savoir, j'avais lu sur une plateforme sur Internet qu'il avait écrit la phrase que je cite: « Comment je pourrais rester moi-même si j'arrête de faire tout ce en quoi je crois ?» Oui. Qu'est-ce qu'il a voulu dire comme ça, en fait? Est-ce qu'il pourrait un peu plus préciser cette phrase qui est tirée d'un film, il me semble aussi. Et donc j'aimerais bien savoir ce qu'il voulait dire par là, en fait. Merci pour votre question. Eméode Koundé. Ouais. Oui, c'est une citation tirée du film « Tu ne tueras point ». C'était une manière pour moi de répondre justement à cette question de la spiritualité en Afrique. Tout à l'heure, un intervenant disait qu'on vient de quelque part. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a rien à dire là-dessus. Sauf que ce quelque part, il commence où? Est-ce qu'on peut savoir où on va si l'on ne sait pas d'où l'on vient? Je ne pense pas. Mais d'où on vient d'où? Est-ce qu'on vient de l'Afrique? L'Afrique n'est pas Dieu. On vient de celui qui nous a créés. Donc s'il faut véritablement commencer quelque part, il faut commencer chez celui qui nous a créés. Si je commence en Afrique, peut-être parce que je suis né en Afrique, ou bien si je commence en Chine parce que je suis né en Chine, ce n'est pas le commencement. Pour ma part, parce qu'il y a une source qui est au-dessus de l'Afrique. Et c'est là que je commence. Eméode commence donc par la suite, c'est-à-dire par Dieu. Et il y a face à moi Zita, qui apparemment n'a pas réagi depuis le début. C'est la seule dame qui a accepté de participer donc à ces débats sur les spiritualités africaines. Eméode, parce que vous croyez en qui? Il y a pour comme ça. Je suis d'accord avec mon frère en Christ. Frère en Christ. Vous êtes d'accord avec lui? Tout à fait. Vous partagez, il a dit qu'il appartient à Jésus-Christ, vous appartenez à Jésus-Christ? Moi aussi, j'appartiens à Jésus-Christ. J'allais dire en anglais wonderful, mais je ne le dirai pas, c'est pas dit. Apparemment, Vivien Gattuso voudrait réagir. Allez-y. Je pense qu'il serait peut-être important de préciser un ensemble de choses. Donc, quand on dit traditionnaliste, ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Dieu. Donc, il faut faire cette distinction-là. Oui. Vous avez dit que vous appartenez à Jésus-Christ. Oui. Je n'appartiens pas à Jésus-Christ, mais je crois en Dieu. Et pour accéder à Dieu, je passe par mes ancêtres, donc par ceux qui m'ont fait. Donc, je reviens à mes traditions. Donc, c'est la nuance, en fait, qu'il faut préciser. Donc, parce que vous avez l'impression de nous dire que nous, on ne croit pas en Dieu. Personne n'a dit qu'il ne croyait en Dieu. Nous croyons en Dieu, mais pas de cette façon, par le chemin de Christ. Moi, je ne crois pas en Dieu en passant par Christ. Bien, on arrive pratiquement dans les 3 dernières minutes de cette émission qui semble devenue plus intéressante que par le début, puisqu'effectivement la question va au-delà des clivages politiques et autres. Et surtout, j'aimerais avoir une réponse claire ce soir. Dites-nous, peut-on avancer dans le temps et résister si on ne s'appuie pas sur ses racines? La question la pose comme cela. Je commence par ma gauche, Hamza Kwanda. Je pense que c'est important d'avoir un socle. Et moi, enfin, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a 2 niveaux de lecture. Il y a d'abord
le niveau, on va dire, général de la société. Et donc une société repose sur des traditions et sur des valeurs. Et donc du coup, lorsque la société n'est plus forcément en phase avec une longue lignée de traditions et de valeurs, il arrive forcément à un problème. Donc pour répondre à cette question, au niveau général, oui, il faut s'appuyer sur quelque chose. Après, maintenant, au niveau des individus, je l'entends, que chacun puisse, selon ses sensibilités, avoir une obédience. Et comme je disais, moi-même, je m'intéresse à cette question des traditions, tout en étant musulman de tradition soufie. Viens-tu pour prolonger éventuellement, je veux dire également ce que vient de dire Hamza. Donc je pense qu'un arbre ne peut pas exister sans ses racines. Donc si on n'a pas ses racines, on n'est pas un arbre en fait solide dans l'environnement. Zita? Moi, je dirais que le commencement est Dieu. Dieu est l'alpha et l'oméga. Donc Dieu pour vous, c'est la racine. C'est votre racine alors? Oui, bien sûr, c'est notre racine. Votre seule racine, c'est Dieu? Oui, bien sûr, parce que c'est le créateur de tout. Ça, ok. Donc pour vous, la seule racine, c'est Dieu. S'appuyer sur Dieu. Et avec Dieu, vous pensez que vous êtes ancré dans vos racines? Il y a il me faudrait vraiment du temps pour développer. Voilà, on y reviendra prochainement. Le mois prochain, c'est le mois de mars, le mois dédié à la femme, et on donnera une place d'honneur à la femme africaine. Et Meod Koundé, pour le mot de la fin, on reviendra naturellement sur le livre EDA, le parcours de croissance. On voulait quand même vous entendre ce soir sur cette question. Peut-on avancer, évoluer dans le temps, sans racines, ou sans s'appuyer sur ses propres racines? La question est simple. La réponse, autant pour moi, elle est évidente. On ne peut pas avancer du tout sans ses racines. Mais comme je dis encore, tout dépend de qu'est-ce qu'on entend par racine. Question est posée, et la prochaine fois, on aura peut-être une réponse beaucoup plus claire que cela. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. On vous retrouve mardi prochain pour une autre édition de Tam Tam Tropical. Bonne soirée. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale,